Bonjour à tous, on continue ces previews de pré-saison, d'avant-saison WNBA. Ça approche à très très grands pas. Et aujourd'hui, on va du côté d'Atlanta, une équipe toujours intrigante qui a bouclé la saison dernière avec 15 victoires, 25 défaites, huitième de la saison régulière, éliminé au premier tour face au futur champion New York. Pas de distinction individuelle. Quelques soucis que j'avais notés et ça me permettra de passer la parole à Gis pour les mouvements, mais des stats intéressantes, c'était la pire équipe à l'offensive rating et c'était l'équipe la plus maladroite, enfin avec le plus faible pourcentage d'adresses de toute la ligue. Est-ce que ces questions ont été adressées, comme on dit, pendant l'intersaison GIS? Quels ont été les mouvements du côté du Atlanta Dream? Alors, il y a déjà eu beaucoup de choses. Alors, on va parler tout d'abord du premier important, c'est l'arrivée d'un nouveau coach, donc Carl Smesko, pardon, qui arrive pareil de NCA. Donc ça va changer un petit peu, effectivement, toute la philosophie du jeu. Et on voit aussi que, au niveau des arrivées et des départs, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, hein. Dans les départs, on a eu quand même Cheyenne Parker qui était là maintenant depuis un petit moment, hein. Ariel Powers, aussi, qui n'a pas été re-signé d'ailleurs du tout. Tinal Charles, qui est parti du côté de Connecticut. Donc là, c'est pareil, qui avait fait une excellente saison la saison dernière, mais qui a été décidé de ne pas être conservé. On a aussi Liana Rupert qui est partie à Golden State dans la draft d'expansion. Et puis Laetitia Amiret, qui effectivement, elle, a été coupée, je crois, et re-signée par Golden State aussi. Et dans les arrivées, là, c'est là qu'on a eu quand même deux énormes signatures. C'est l'arrivée de Brittney Griner et de Breonna Jones, donc en provenance de Phoenix et de Connecticut. Et comme tu disais, là, ça manquait un petit peu d'adresse, etc. Là, on a quand même mis deux joueuses qui sont assez Top 5 performantes. adresses l'année dernière, top 5 sur le field goal Mm. percentage, les deux. Ouais, ouais, qui sont très très doués en termes d'efficacité. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va en discuter tout à l'heure, je pense, quand on va évoquer le 5 pour voir la complémentarité des deux. Et puis, sinon, des signatures que moi j'aime bien, par exemple Chatori Wilker Crimbro qui va ajouter un peu de shooting, un peu de joueuse sans ballon aussi, qui est peut-être pas inintéressant côté Atlanta pour laisser plus la balle dans les mains de Jordan Canada, d'Alisha Gray et de Ryan Howard. Et enfin, notre chouchoute, hein, qui a été récupéré très très loin, 17e ou 18e, je sais plus, je crois, un truc comme ça, non? Oui. À la draft, Teina Pampan qui arrive, à mon avis, qui arrive dans un bon fit, dans une équipe qui va être compétitive. On connaît Teina, c'est pas une joueuse majeure, mais ça va apporter du lien tout de suite. Et à mon avis, en plus, c'est dans un poste où elle va apporter derrière Jordan Canada pour mettre un peu de 3 points à défendre et puis aussi un peu organiser le jeu. Déjà responsabilisée à l'entraînement, apparemment de ce que sur les premiers jours là, visiblement, celle qui conduit les attaques, elle est très, visiblement Smesco compte sur elle et ça va être intéressant de voir son évolution. Effectivement, c'est une joueuse qu'on aime beaucoup depuis longtemps et on avait un peu peur en la voyant glisser. On s'est dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a personne qui va la récupérer?» Et finalement, c'est le fit est plutôt bon. Cet effectif avec les arrivées dont tu parlais, Gis, alors ce qui est intriguant, c'est qu'avec les paramètres qu'on a évoqués, le fait que c'était une équipe assez maladroite, le fait qu'il y ait des intérieurs principalement qui aient été signés, parce que c'est les 2 grosses recrues, hein, Breonna Jones, Brittney Griner. Et ben malgré ça, c'est pour me faire un petit mot sur Carl Smesco, c'est un coach qui est estampillé spécialiste du pace and space, du shoot, qui aime beaucoup voir ses équipes tirer depuis des années. Il coachait à Florida Gulf Coast l'année dernière. Et est-ce que ça va influer sur le 5 qu'on va voir, ou en tout cas la rotation élargie sur cette saison? Flo, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour le 5 de départ ou le 5 majeur pour Atlanta? Pour le 5, je pense qu'on a déjà certaines certitudes. On a le duo Alisha Gray, Reinhardt, qui est déjà là depuis un certain temps, sur les lignes arrière, enfin arrière extérieures plutôt. Je pense que ça va pas changer. À la main, il y a quand même une joueuse, Jordan Canada, qui en plus a un gros contrat, un gros statut, et qui paraît être un peu j'allais dire la seule meneuse de métier. Non, parce qu'il y a Teina qui vient d'être draftée, mais la seule meneuse à la fois de métier et d'expérience pour cette équipe. Donc ça, je pense que c'est assez safe. Et puis après, il y a la question sur le secteur intérieur, parce que les deux grosses recrues de cette année, Breonna Jones et Brittney Griner, sont toutes les deux plutôt estampillées pivot. Enfin, c'est des joueuses plutôt proches du cercle, même si elles ont des capacités à faire d'autres choses. Donc se pose la question de comment faire fonctionner un peu ces Twin Towers, quoi, si on veut. Mais sur le statut,
moi j'ai l'impression que elles vont commencer les matchs, en tout cas en début de saison. Après, il faudra voir comment ça va évoluer dans la saison, comment ça va évoluer dans les matchs. On va peut-être en parler un peu après. Mais bon, on a 2 joueuses qui ont été signées, exactement au même contrat au dollar près. Elles sont toutes les 2 signées à 214 000 $466. Donc c'est quand même bien l'idée de dire: «Vous êtes nos 2 recrues, on vous met toutes les 2 sur un même pied d'égalité». Donc je serais surpris qu'il y en ait une qui commence pour l'autre. Je pense quand même que rien qu'au nom et au statut, on sait quand même bien comment ça va aussi aux États-Unis. Les 2 devraient commencer, donc Breonna Jones, Brittney Griner dans la raquette ensemble pour former un secteur intérieur plutôt massif. On peut commencer par là pour les points forts, points faibles. Enfin, sur le papier, après, dans les faits, on sait que c'est parfois différent, l'alchimie, en fonction du style de jeu désiré par le coach. Mais sur le papier, Breonna Jones, qui est une des joueuses, alors, en dehors de ça, de la saison où elle a été blessée malheureusement, enfin, c'est l'assurance touriste, elle est ultra fiable. On parlait jamais d'elle enfin, jamais d'elle. Nous, on parlait un peu d'elle quand même de la Connecticut, mais le grand public parlait finalement très peu d'elle. Et Brittney Griner reste Brittney Griner malgré c'est évidemment plus la joueuse que c'était dans son prime avec toutes les galères qu'elle a eu après. Mais ce secteur intérieur, quand même, j'ai l'impression que même si effectivement elles sont pas vouées à jouer tout le temps ensemble, elles vont pas faire tout leur temps de jeu ensemble, ça peut être une force sur des matchs quand même, sur des équipes qui sont un peu sous-dotées au niveau taille. Tu peux faire un peu de bully ball avec ces deux-là. Est-ce que le secteur intérieur c'est bien une force ou est-ce que c'est plus un casse-tête pour vous? Non, je pense que c'est une force quand même, parce que quand tu mets 2 joueuses, All-Star, une ancienne Deepoy, une ancienne MIP, enfin bon, avec de l'expérience, hein, Mm. que ça soit Breonna Jones qui a été plusieurs fois en finale, bon Brittney Griner, on va pas refaire le CV. Donc je pense que ça, c'est une force pour le coaching parce que globalement, tu as 2 armes excellentes. Après, le problème, c'est surtout comment tu vas les utiliser. Moi, je pense que quand tu as parlé, tout à l'heure, Flo, de les aligner, je pense qu'offensivement, ça peut marcher. On peut peut-être essayer de trouver des relations poste haut, poste bas. En plus, Brittney Griner est quand même une joueuse qui est capable de s'écarter un peu, qui a un shoot qui est assez lent, mais par contre, ça part de tellement haut que c'est incontrable. Breonna Jones, on l'a déjà vu hein, shooter un peu au poste. Hein. Elle a joué, je rappelle, avec Jonquel Jones et Alyssa Thomas quand même. Hein. Breonna Ouais. Jones part sur des minutes. Et pour Par le coup, contre, les 3 extérieurs, elles sont vraiment des joueuses qui peuvent vraiment écarter et tirer les Ouais. lignes, ouais, quoi. ouais. Par contre, moi où j'ai un petit peu plus de doutes sur ce duo, c'est en défense. Ça va être Mmh. de savoir comment elles vont défendre. Parce qu'on le voit hein, quand même, la WNBA, elle prend de plus en plus quand même la tournure du spacing, de l'espacement. On l'a vu avec Minnesota l'année dernière. Vous vous rappelez comment Minnesota a détruit Phoenix en exploitant Brittney Griner au large. Là, si tu as 2 joueuses dans le même secteur de jeu que tu peux cibler, et vous savez à quel point j'ai été critique avec New York sur les 2 petites ensemble. Là, c'est 2 joueuses qu'on peut cibler. Je sais pas, défensivement, ça me paraît compliqué. Moi, je pense qu'elles auront des minutes ensemble. Je pense qu'elles pourront impacter certaines équipes. Il y a des équipes qui sont assez faibles à l'intérieur et ça sera peut-être intéressant sur quelques minutes. Par contre, j'ai du mal à les voir 32, 33 minutes à jouer ensemble. Je pense qu'il y aura du relais, mais par contre, bon, c'est un problème de riche. Hein. Je veux dire, je suis pas sûr en plus que, tu vois, ce que tu disais, Flo, par rapport au statut. Je pense que Brittney Griner, elle est à un moment de sa carrière où elle est sans doute aussi capable de jouer moins. On l'a vu quand même à Phoenix prendre moins d'argent les dernières années. Mmh. Depuis son retour enfin, malheureux, hein, mais son retour d'événement en Russie, je trouve qu'elle est quand même plus sereine aussi dans la façon où elle aborde les matchs. Je ne serais pas étonné qu'elle soit capable d'accepter un rôle plus petit avec peut-être un petit peu moins de minutes, mais par contre impactant parce que moi j'ai regardé Unrivaled et je l'ai trouvé mais hyper impliqué, hyper bonne défensivement, comme on l'a peut-être pas revu depuis 2-3 ans. Quoi. Donc, ouais, je pense que ça va être des casse-têtes aussi pour les autres équipes, hein, parce que enfin, si tu fais jouer 20 minutes Breonna Jones et que les 20-30 minutes c'est Brittney Griner, Bonjour. Ah mais bonjour l'efficacité et les points scorés. Quoi. si tu décorrèles leurs minutes et que donc en fait sur les 40 minutes d'un match, tu as en permanence une pivot élite, parce que les deux le sont hein, Bah, quand même, voilà. Ça c'est parfait. Après, si tu te retrouves avec des rotations un peu binaires, first unit, second unit, et que elles passent 25 minutes ensemble sur le terrain, voilà, je suis un peu plus circonspect, mais c'est ça qui va être intéressant de voir, parce que par contre sur le papier, il y a des possibilités avec 2 intérieurs qui en plus sont très complémentaires dans leur profil. Alors peut-être pas complémentaires
en même temps sur pas une complémentarité de poste, mais par contre, tu as deux intérieurs avec des profils assez différents, avec Brittney Griner qui a beaucoup plus de verticalité et Brionna Jones qui est une joueuse plus avec Au un sol, ouais. footwork au poste un peu plus bas sur ses appuis. Enfin, non, ça peut être très intéressant. C'est un challenge intéressant pour les deux aussi, parce que c'est la première fois qu'elles vont jouer dans une autre équipe que celle avec laquelle elles ont commencé leur carrière. Elles sont à un stade intéressant l'une et l'autre de leur carrière, je trouve, mais on reviendra notamment sur l'une des deux après dans la joueuse qu'on vous conseille de suivre sur la saison. En discutant des forces et des faiblesses, on avait identifié dans les questionnements la création extérieure pour Atlanta. Qu'est-ce qu'on entend par là et en quoi est-ce que ça peut être problématique avec les joueuses qu'il y a à disposition là? Dans le 5, on a évoqué Jordyn Canada, Alicia Gray, Ryan Howard. Il y a aussi des remplaçantes qui sont intéressantes qu'on va continuer de suivre, hein, notamment Hailey Jones, dont on espère à un moment l'éclosion aussi en WNBA. Est-ce que alors ce secteur extérieur, ça peut être un souci pour Atlanta? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'Atlanta est une équipe qui, je pense, maintenant s'est installée comme une équipe de play-off. S'est fait une petite frayeur l'année passée, mais il y a eu beaucoup de blessures. Et maintenant, c'est une équipe qui vise l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant, elle veut aller être dans les contenders, passer un tour de play-off, réellement arriver dans le dernier carré et faire partie vraiment des gros noms de la ligue. Euh, et il y a pas mal de joueuses qui ont un statut qui peuvent les aider. On vient de parler du secteur intérieur. Alicia Gray, Ryan Howard. Alicia Gray, c'est une joueuse valuable, on le sait depuis des années. Ryan Howard est une joueuse qui, je rappelle, c'est une numéro 1 de draft quand même, qui commence à petit rentrer dans ses belles années. Quand on analyse un peu tout ça, on se rend compte qu'on a beaucoup de joueuses qui sont des très bonnes finisseuses. Par contre, dans les joueuses qui vont réellement peut-être mettre en place le jeu, mettre en place le système, démarrer ce genre de choses, ben, t'as pas grand monde. C'est-à-dire que tu as Jordyn Canada, qui est une joueuse qu'on a très souvent louée pour sa qualité défensive et qui n'est pas une mauvaise porteuse de balle, mais qui n'est pas une créatrice élite non plus. Enfin, et c'est quasi, comme je disais tantôt, ta seule meneuse de métier et d'expérience. Alors c'est pour ça qu'on disait que la draft de Tina Popo est hyper intéressante parce que pour le coup, ça donnera un relais derrière Jordyn Canada avec une autre joueuse qui est une bonne créatrice et qui sait amener des choses, mais elle n'est quand même que rookie, donc de nouveau, pour une équipe qui va viser d'aller loin en playoff, euh, ça peut avoir ses limites. Et puis derrière, sinon, on risque toujours d'avoir Ellie Jones qui de base est plutôt une ailière qui est capable de créer, qui par contre est très capable de créer, mais qui se retrouve du coup comme on l'a déjà vu certaines saisons, à devoir prendre une espèce de poste de meneuse qui est un poste un peu bâtard pour elle, et donc c'est pas toujours une situation idéale. Donc tu as des possibilités, mais voilà, ça reste le point bancal de cet Ouais. effectif. Quand on voit qu'à côté de ça, tu sais avoir des joueuses, Alicia Gray, Ryan Howard, Chatori en sortie de banc, Tina en sortie de banc aussi, qui est une bonne shooteuse. Tu sais avoir des joueuses qui vont pouvoir écarter les lignes, qui vont pouvoir faire de l'espace pour justement à l'intérieur Brionna Jones, Brittney Griner. Donc en fait, il y a plein de possibilités de mettre en place ça, mais il te manque ta première étincelle dans tes systèmes et dans tes ouvertures de jeu. Et donc c'est là que ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que si tu as Jordyn Canada qui remonte la balle et que tu commences avec une défense un peu méchante sur elle à la couper du jeu, sur demi-terrain, tu peux parfois te retrouver un peu coincé, quoi. Donc après, c'est une équipe qui, par exemple, si elle se met à bien défendre, à pouvoir obtenir des points hors conversion aussi, avec des shooteuses comme Ryan Howard, et si Brittney Griner retrouve un peu de jambes ou ce genre de choses, il peut se passer des choses, mais j'ai l'impression que si vraiment il y a une grosse défense qui les oblige à mettre en place des choses sur jeu placé, ça peut coincer un moment du côté d'Atlanta. Moi, c'est là que je suis inquiet. C'est Mmh. surtout de savoir qui va jouer les pick and roll, en fait. Parce qu'on l'a vu l'année dernière, depuis 2 ans, on a donné beaucoup de responsabilités à Ryan Howard là-dessus, et je la trouve pas faite pour ça. Je la trouve pas performante. Et le risque, c'est que je pense que Jordan va les jouer, mais ils vont lui laisser le tir, quoi. Ils vont blinder la raquette. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le plan de jeu, ça va être en gros, bah, Jordan, bat-nous, quoi. C'est ça. Bat-nous sur les tirs, et on verra ce que ça va donner. Et donc, alors, moi, je suis pas très inquiet pour le côté performance de l'équipe. Je pense que l'équipe va être bonne, hein. Par contre, c'est le plafond avec une joueuse comme ça. Ça En me rappelle, playoff. alors, toute proportion gardée, mais ça me rappelle un peu le manque de création extérieure qu'on avait au Sun aussi sur les années très très fortes. C'est-à-dire, on avait vraiment un déséquilibre d'équipe, et là, j'ai un petit peu peur de ça. Par contre, le shooting est bon, donc ça, c'est plutôt intéressant pour les deux grandes. Mais effectivement, sur du jeu placé,
Je sais pas trop quel choix elles vont faire. Et puis moi, j'aimerais bien en plus qu'Eddie Jones joue vraiment à son vrai poste et qu'on la voit vraiment T'as toujours plus dans t'as une. toujours le théorème, le théorème de Jones, de Ellie Jones avec son temps de jeu, enfin les Mm. résultats du Dream par rapport à son temps de jeu, c'était assez saisissant. Bon, ça a été un petit peu moins vrai la saison dernière, Voilà. mais elle a été moins utilisée aussi. Et moi, j'aimerais bien la voir en rôle de connectrice de jeu, quoi, en deuxième porteuse de balle, parce que je trouve que Ouais. c'est là qu'elle est intéressante pour faire vivre les décalages qui sont créés, etc. Parce que c'est une bonne passeuse. Par contre, c'est vrai que la faire jouer meneuse, bon, je trouve toujours ça un peu dommage. Et puis en plus, elle a du mal sur la montée de balle vu qu'elle est grande. Mais bon, on verra la création extérieure, on verra ce que Teina peut apporter. Elle aura peut-être un peu de responsabilité pour une rookie, hein, on verra comment ça se passe, hein. Après, je pense qu'elle a les épaules pour gérer cette pression, hein, donc on verra. Mais ouais, c'est quand même, je trouve, le point faible de l'équipe, c'est vraiment la porteuse de balle. Au-delà de la création, c'est surtout la porteuse de balle, quoi, principale, quoi. On passe peut-être à la joueuse à suivre sur cette saison. Là, on en a déjà un petit peu parlé, mais première fois que Brittney Griner quitte Phoenix en WNBA. Nouveau challenge à un moment important de sa carrière. Elle est plus proche de la fin que du début. Elle a connu voilà, les événements dramatiques et extrêmement compliqués qu'on sait en Russie. Elle est revenue rapidement. Elle est revenue très correctement compte tenu du contexte, hein. Franchement, c'était assez fort. Qu'est-ce qu'on attend de Brittney Griner cette saison? On en parlait un petit peu. Est-ce qu'elle va prendre un petit peu de recul en termes de minutes? Est-ce qu'elle, personnellement, elle entend encore être une joueuse dominante? C'était une joueuse incroyablement dominante à son poste. Enfin, c'est un enfer c'était un enfer pour les équipes pour la défendre. Qu'est-ce que vous voyez pour Brittney Griner? Est-ce que voilà, elle va faire ce sacrifice? J'utilise le terme un peu comme ça, mais est-ce que ouais, qu'est-ce qu'on attend d'elle cette saison? Bah, je pense qu'elle est toujours autant efficace. Elle l'a toujours été d'ailleurs, hein, toute sa carrière. Quand on regarde ses statistiques, c'est juste complètement dément. Moi, je suis rassuré par Unrivaled aussi. Hmm. Je l'ai trouvé très bien, très mobile aussi. Dans un contexte 3-3, on sait que la mobilité est hyper important et je l'ai trouvé pas du tout à la bourre, même pour switcher sur des petites, etc. Ce qui a été quand même le cas de beaucoup d'autres grandes dans cette ligue. Donc ça, je suis plutôt rassuré. Je l'ai trouvée excellente en défense, dans la protection de panier. Je pense qu'elle va apporter énormément de choses de ce côté. On se rappelle, hein, l'année dernière, Tina Charles a fait du bien offensivement, a fait du bien en rebond. Mais bon, Tina, c'est pas la meilleure en défense de l'histoire. Et alors que là, Brittney Griner, elle va donner du socle. Donc je pense que c'est intéressant. Après, on va voir. On en revient toujours un peu à ce qu'on disait pendant le 5, c'est de voir quelle option, quel minutage, euh, quelle association. Mais moi, je suis pas du tout inquiet sur le niveau intrinsèque de la joueuse. Je la trouve toujours aussi impactante et tu peux pas la défendre au poste. Elle a toujours son tir qui est assez lent, mais c'est tellement haut que c'est indéfendable. Elle met ses lancers francs tout le temps, Hmm. donc tu peux même pas faire faute. Non, je pense que ça va être une belle saison. Statistiquement, elle sera là. Après, voilà, c'est plus sur les associations, moi, la question et Et son rôle, quoi. juste pour On verra, illustrer quoi. ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure sur sa capacité théorique à s'écarter aussi, je regardais ses stats sur la saison dernière, donc c'est la saison où elle a pris le plus de tirs à 3 points. Alors elle suit l'évolution du jeu aussi, hein, mais Ouais, bien sûr. elle a pris 18 tirs à 3 points l'année dernière avec Phoenix. Elle en a mis 50% quand même. Donc c'est un Ouais, c'est une bonne shooteuse, hein. très petit échantillon, mais échantillon potentiellement prometteur. Ouais, mais Ouais. ça peut être intéressant, ça, sur des solutions. Parce que c'est vrai que souvent, Brittney Griner, elle allait, tu vois, sur des écrans, elle allait souvent sur le roll, parce que Ouais, ouais. proche du panier, effectivement. Mais si elle commence à prendre un petit peu de pick and pop pour rien que punir, en fait, Mm. juste voilà, tourner, prendre le shoot à 3 points, un shoot complètement ouvert, et ben, si tu commences à punir là-dessus, tu n'as pas besoin forcément de beaucoup de volume sur ces postes-là. Ça ne sera pas une shooteuse d'élite, évidemment, à 3 points, mais si elle en met quelques-uns comme ça peut suffire à punir les choix défensifs. Donc, ouais, moi, je pense qu'elle va faire une bonne saison. Honnêtement, j'ai pas de doute. Et franchement, son niveau physique et défensif m'a rassuré. Donc, et si ça commence par là, ça va déjà être, quoi qu'il arrive, très bien, quoi. Brittney Griner qui aura 35 ans cette année. Alors on a déjà vu des joueuses continuer de rayonner à cet âge-là, mais c'est un paramètre et un facteur quand même
à prendre en compte. Après, Sur les sur très ça, grandes, ça va, quoi. oui, sur les très grandes, ça va. Et puis globalement, elle a toujours plutôt tenu bien la baraque physiquement. Il n'y a pas eu trop de. Ouais. Il y a eu il y a eu la saison 2020 où elle joue que 12 matchs, mais puis la saison d'absence où forcément elle pouvait rien. Mais je suis assez confiant aussi sur une bonne saison de Brittney Griner. Curieux de l'association avec Breonna Jones. Et, euh, et même cette équipe d'Atlanta, globalement, du coup, on peut peut-être, sauf si Flo, tu voulais ajouter quelque chose sur Brittney Griner, on peut peut-être déjà se projeter sur ce qu'on entrevoit pour Atlanta. À quelle place est-ce que vous avez mis le Dream? Je pense que c'est pas non plus une équipe très simple à classer. On est à peu près sur le même range, je suppose, mais où est-ce que vous avez mis Atlanta, Flo, par exemple, le Dream, tu les classes comment? Moi, je les ai mis huitième. En fait, je trouve que l'équipe a beaucoup de trucs intéressants. Maintenant, il y a, il y a ce point qu'on a mentionné au niveau effectivement de, je veux dire, la main de façon globale pour simplifier. J'ai l'impression que l'équipe est peut-être un poil plus forte, encore que, il Ouais. faut voir. Donc, je la mets huitième, ça peut être 7, hein, ça peut être un peu dans ce range-là. Je pense que c'est une équipe qui va faire les playoffs et qui devrait pas trop se faire peur pour les faire. Mais par contre, je vois toujours un pool de, je vais dire, au moins 5 équipes qui sont vraiment plus forts qu'Atlanta. Ce qui fait qu'en fait, même si je trouve que l'équipe progresse, le cap. Le cap que voudrait passer l'équipe en termes de résultats progresse pas. Après, c'est une équipe qui, je pense, a aussi peut-être la capacité de gagner des matchs sur une régulière. Donc, c'est possible peut-être que l'équipe finisse un peu plus haut sur une régulière parce que tu gagnes les matchs. Je pense que c'est une équipe qui est encore fortement plafonnée en playoff, mais bon, ça, on va attendre de voir la régulière pour pouvoir vraiment l'estimer. En attendant, voilà, moi dans mes pronos, je les ai mis huitième, mais je les vois plus proches de la septième place que de la neuvième, quoi. Gis? Ouais, bah, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je les ai changés au moins 4 fois d'emplacement dans mon ranking. Je les ai replacés à la huitième place comme Flo. J'ai un peu les mêmes doutes, les mêmes interrogations sur l'équipe. Je pense qu'elles sont trop fortes pour aller en loterie et trop faibles pour gagner le titre. Donc c'est un peu dans le ventre mou compétitif, mais en même temps, il en faut. C'est bien aussi, Atlanta, il faut savoir d'où elles sont reparties, hein, quand même, hein. Il y a Hmm. quelques années, c'était la foire, quoi. Donc non, je pense aussi que elles seront fortes. Je pense qu'elles gagneront des matchs. Je pense qu'elles seront à plus de 50% de victoire. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, après, ouais, il y a des petites interrogations. Le banc aussi me fait un peu peur, hein, quand même. C'est pas d'une profondeur énorme quand même, hein. On a des joueuses intéressantes, on verra les alignements, mais je sais pas, hein. Je rappelle que cette saison, hein, on passe à 44 matchs, hein. Voilà, on augmente encore les matchs et du coup, les séries de playoffs aussi, enfin en tout cas pour les finales. Bon, Atlanta jouera sans doute pas les finales, mais voilà, ça passe en 7 aussi, ça fait plus de matchs. Donc, faut voir aussi, hein, la profondeur d'effectif. Ouais, je sais pas. Moi, je les ai. Ouais, huitième, ça me paraît entre 6 et 8. Je pense que c'est la place. Je pense pas. Je serais très étonné de les voir au-dessus de 6 et je serais très, très, très étonné de les voir en dessous de 8. Donc, je dirais huitième parce qu'il faut les classer, mais voilà, 6 et 8, quoi. Ce range-là, quoi. Moi, Et espérer passer un tour de playoff. Je oui, pense que ça c'est serait important l'objectif. pour elles parce que Ouais. si elles sortent au premier tour, Et bah, si elles sont huitièmes, malgré, ça va être compliqué de sortir, de passer le premier tour si elles finissent huitième, mais ouais, ouais, oui, mais oui, c'est mais l'objectif. malgré ce que disait Flo, moi je pense que l'équipe a vraiment progressé cette année Hmm. en termes de capacité. Le problème, c'est que les autres équipes progressent aussi et donc du coup, bah, elles partaient de plus bas et j'ai peur que même l'année dernière, hein, globalement, moi je trouve qu'elle avait progressé cette équipe Tina Charles et tout, elle était plus forte que l'année d'avant, mais sauf que bah, les autres équipes sont encore plus fortes, donc souvent on s'en rend pas compte, mais ça va rester une équipe solide et je pense voilà, qui va faire quand même une saison correcte en espérant qu'elles vont éviter les blessures. Parce que l'année dernière, ça les a quand même vraiment plombées, hein. Ouais. Moi, j'ai été un peu tout petit peu plus optimiste que vous. Je les ai classés septième. Et, et quand tu disais que tu les vois, tu as du mal à les voir finir au-dessus de 6, moi j'ai l'impression que j'arrive à entrevoir un scénario où c'est possible, où elles arrivent à être régulières, à profiter, parce qu'on sait que dans les saisons, il y a toujours une équipe qui déçoit ou qui a des gros problèmes de blessures. Je les vois totalement capables, si elles sont fiables là-dessus, peut-être de se glisser dans la course à la 5, 6, par là. Mais je les ai mises septième pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. C'est-à-dire que c'est solide, ça semble fiable. Le plafond, après, c'est autre chose.
Est-ce qu'elles seront capables de passer un premier tour? Ça aussi, c'est quand on voit le beau monde qu'il y a et le beau monde dont on va parler après sur les prochaines previews. Si tout le monde est à son niveau, ça va être compliqué. C'est surtout ça la question. Mais voilà, je les ai mises 7e. Et pareil que vous, je les imagine absolument pas rater les playoffs. Pour moi, ça voudra dire qu'il y a eu avalanche de blessures ou catastrophe industrielle au sein de l'équipe. Voilà pour Atlanta Dream, cette équipe qu'on va suivre comme toutes les autres. On se retrouve demain pour une nouvelle preview WNBA. Ciao. À demain. Ciao.